Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Moufida et vous êtes en train de regarder Let's Speak Environmentalist. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre thème lié toujours à ce qu'on appelle l'ingénierie de l'environnement. Et cette fois, on repose sur une norme dédiée pour cette fois. C'est la norme ISO 14001. Bon, je vous informe qu'il ne s'agit pas d'un cours complet ou bien très approfondi. En fait, il s'agit seulement de quelques rappels et des trucs que vous devez retenir et garder dans vos têtes. Alors, on commence par le commencement, c'est la définition. En fait, c'est quoi la norme ISO 14001? C'est une norme internationale qui spécifie les exigences pour un système de gestion environnementale. On l'appelle aussi un système de management environnemental, SGE ou bien SME. Cette norme a été créée ou bien dictée par la par l'Organisation internationale de standardisation. C'est ISO, International Organization for Standardization, something like that, de normalisation plutôt. Elle aide les organisations à améliorer leur performance environnementale à travers quoi? L'utilisation efficace des ressources et la réduction des déchets. Vous voyez toujours quand on parle de la performance environnementale, on doit toujours mentionner ces deux piliers, l'efficacité des ressources, ou bien l'efficacité de l'utilisation des ressources et la réduction des déchets, voire l'élimination des déchets. Donc, dans ce cas-là, on parle de terme ou bien de principe zéro déchet. Alors, concernant l'historique, c'est la première fois que cette norme a été adoptée, c'était en 1996 par l'ESO et elle a été révisée deux fois. Une première fois en 2004 et la dernière version, c'est en 2015, pour s'assurer qu'elle reste pertinente dans un monde de plus en plus soucieux de l'environnement. Vous voyez ici que cette norme, elle applique ce qu'on appelle la veille législative. C'est une approche qui assure que ces lois-là s'alignent toujours avec les préoccupations environnementales. Structure de la norme ISO 14001. On parle toujours de la version 2015. Cette version de la norme suit la structure de haut niveau, High Level Structure, HLS, qui est utilisée pour toutes les normes du système de gestion ISO, notamment celui de ISO 9001 et ISO 45001, celui qui est dédié pour la santé et la sécurité. Euh, Tout comme les autres normes, cette version, englobe 10 clauses. Dans le cours d'aujourd'hui, bien, dans la session d'aujourd'hui, on va parler de seulement les 7 dernières clauses. Donc, la première clause qui s'appelle le scoop, qui s'intéresse à le domaine d'application de cette ISO. On parle aussi de termes et définitions. Il y a aussi une autre des références réglementaires, les trois premiers. Donc, on commence directement par la quatrième clause, qui est le contexte organisationnel ou bien contexte de l'organisation. Vu qu'il s'agit de la première clause, comment dirais-je, une clause qui est tangible, là où on voit vraiment les objectifs, les enjeux et aussi bien que les attentes. Donc, chaque organisation qui vise à appliquer les exigences de la norme ISO 14001, elle doit comprendre son contexte, y compris celui qui est lié aux enjeux, défis et challenges externes ou bien internes. Et à titre d'exemple, il y a beaucoup d'outils pour l'évaluation et l'identification de ces enjeux. Entre autres, on trouve celui de la matrice SWOT. Ces enjeux-là peuvent affecter les objectifs environnementaux. Donc, cela inclut l'identification des parties intéressées, autrement dit les parties prenantes, identifier et étudier leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent de cette organisation, et aussi tout ce qui est exigence légale applicable. Donc, on doit tout d'abord identifier quels sont les enjeux. Deux,
savoir quelles sont les attentes de nos parties prenantes. Et trois, comprendre tout ce qui est lié à au volet plutôt législatif, légal, réglementaire. Donc ça, c'est la quatrième clause. La cinquième clause est liée à ce qu'on appelle le leadership. Et quand on dit un leadership, est toujours lié le leadership, quand il s'agit d'un art, il est pratiqué par tout le monde. Mais quand il s'agit d'un poste, il est pratiqué par ceux qui occupent, alhamdoulilah, qui occupent des postes de responsabilité, les décideurs, autrement dit. Donc, les dirigeants doivent démontrer leur engagement envers le système de gestion environnementale. Donc, ils doivent montrer, ils doivent prouver qu'ils sont engagés à 100% dans cette politique. Deux, à garantir l'intégration de la gestion environnementale dans la stratégie de l'entreprise. Donc, dans leur pratique quotidienne, ils doivent montrer qu'ils sont vraiment à la hauteur de l'application et de garantir l'intégration de cette gestion environnementale. Donc, cela peut se traduire ou bien comprendre la définition de la politique environnementale, celle que vous trouvez donc quand vous entrez dans des manufacturing, des plants, how to say it, des usines, voilà, ceux qui ont vraiment une activité qui, 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 euh, qui, euh, qui a des aspects environnementaux significatifs. Voilà, ou bien d'autres, essentiels, chaque entreprise qui veut prouver son engagement environnemental. D'accord? Donc, on est arrivé à la politique environnementale et la désignation d'un responsable de la gestion environnementale. Parce qu'un suivi, il toujours exige la présence de personnes qui sont en charge de cette mission. La sixième clause, c'est celle qui est liée à la planification. Et c'est là où on trouve vraiment l'application et la tangibilité de cette norme. Donc, cette clause comprend plutôt l'action pour traiter les risques et les opportunités. Donc, une fois les risques et les opportunités sont identifiés, donc on doit les évaluer, les mesurer, surtout lorsqu'il s'agit des risques environnementaux, ainsi que les opportunités d'amélioration. Donc, que ce soit, il y a des trucs positifs ou négatifs, on doit les cerner, les évaluer, les mesurer et au prix pour qu'on puisse euh, sélectionner des actions adéquates. Deux, l'objectif environnemental. Donc, on doit tout d'abord fixer quels sont les objectifs environnementaux qu'on peut et qu'on veut les atteindre. Ces objectifs doivent être mesurables. Nous savons tous qu'il y a des critères pour qu'on puisse qualifier un objectif SMART. Dans le M, on trouve le mesurable, en lien avec la politique environnementale. Trois, la planification des actions. Et une fois les enjeux, les risques sont identifiés, aussi bien que les opportunités, maintenant, on passe à la définition des actions nécessaires pour atteindre ces objectifs, ou bien pour éviter ces risques. Donc, je rappelle, la clause numéro 6 comporte les actions pour évaluer les risques et les opportunités, aussi bien que les objectifs, et déterminer les actions de planification. Plutôt les modes, voilà, de planification des actions. On est arrivé à la septième clause, c'est le support. Quand on dit un support, ça veut dire qu'il s'agit d'un pilier pour réaliser ses objectifs. À travers quoi? Un, la mise en œuvre des ressources. Donc, on doit tout d'abord s'assurer la disponibilité de ressources nécessaires pour qu'on puisse mettre en œuvre l'approche ou bien le système de gestion environnementale. Deux, en matière de capital humain, on doit s'assurer que ce capital détient les compétences nécessaires pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. En cas de cadence ou bien de lacune, on peut les combler à travers la planification ou bien la programmation des formations pour combler ces lacunes. Trois, pour que le système de gestion environnementale soit mis en place d'une manière adéquate, ça se peut réaliser à travers la communication. Comment? Parce que établir un mécanisme de communication clair, concise et net,
Ça peut, surtout lorsqu'il s'agit de communication interne aussi bien que l'externe, ça peut aider à répondre aux questions environnementales, à déterminer les objectifs et les réaliser. La huitième clause, c'est celle qui est liée à l'opération. Donc, une fois les ressources sont déterminées, les compétences sont sélectionnées et la communication est établie. Maintenant, on passe à l'exigence des processus et activités qui ont un impact environnemental, soit contrôlés et gérés. Par le biais de quoi? De la gestion des aspects environnementaux, les procédures d'urgence et aussi bien que les actions qui visent à minimiser l'impact des activités. Donc, ce volet, ou bien cette clause est appliquée dans les activités quotidiennes de l'entreprise qui vise toujours à mettre en place un système rigide. La clause numéro 9, c'est l'évaluation de la... plutôt 9, oui, c'est la clause numéro 9, c'est celle qui est liée à l'évaluation de la performance. On a trois ou bien plusieurs outils, d'accord? On parle de suivi et la mesure, à travers quoi le suivi de la performance environnementale, l'évaluation de l'efficacité des actions des entreprises pour réduire les impacts environnementaux. Par le biais de quoi il y a plusieurs méthodes pour qu'on puisse atteindre cette mission, l'accomplir aussi. De l'audit interne, c'est un autre outil aussi toujours pour répondre à ces challenges. Donc, euh, une fois effectués les audits internes, surtout lorsqu'il s'agit des audits réguliers, pour s'assurer que le système de gestion fonctionne conformément aux exigences prédéterminées de cette norme. Et surtout, parce que l'application l'application de cette norme dans l'activité quotidienne de l'entreprise est liée d'une manière majoritaire au comportement ou bien au engagement des dirigeants et des décideurs. Donc, ils doivent évaluer le système de gestion environnementale pour assurer sa continuité et son amélioration par le biais de revues, ce qu'on appelle revue de direction. La dixième et la dernière clause de cette norme, c'est l'amélioration. 1. Une fois les non-conformités sont déterminées, on doit dicter quelles sont les actions correctives. Cela se fait comment? Par identifier et traiter les non-conformités pour améliorer continuellement la gestion environnementale. Et cela se fait à travers ce qu'on appelle l'amélioration continue. Euh, bon, je vais la dicter. Le système de gestion environnementale doit être régulièrement réévalué et amélioré. Maintenant, on passe à une chose très importante à étudier, c'est celle qui est ce qu'on appelle les exigences. Oh, qu'est-ce que je hais ce mot? Exigences, clés de la norme ISO 14001. Alors, on a l'identification et la gestion des aspects environnementaux. Cela implique l'évaluation des impacts environnementaux de chaque activité de l'organisation. Donc, on doit établir une étude bien détaillée qui détermine quels sont les aspects environnementaux liés aux activités, aux produits, aux services que cette entreprise exerce quotidiennement. Après, on doit les gérer et faire face. 2. La conformité légale. L'organisation doit respecter toutes les lois et réglementations et autres exigences liées à l'environnement. Non seulement le respect, mais elle doit aussi le surveiller. Elle doit avoir ce qu'on appelle une veille législative, réglementaire, parce que elle doit être au courant, tout simplement. Troisième point, c'est l'amélioration continue. C'est un pilier très important, crucial, lié directement à la norme ISO 14001. Et ce n'est pas cette norme seulement. On trouve cette clause partout, hein, d'accord? La norme met l'accent sur l'amélioration continue de la performance environnementale en utilisant des outils comme le CPDCA, Plan, View, Check and Act. On va voir dans le diapo suivant.
Donc, sous le titre de la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale, le ISO 14001. Donc, dans la planification, on trouve la définition des aspects environnementaux, c'est la phase initiale de ce cycle, et l'évaluation des impacts, aussi bien que l'établissement d'une politique environnementale de l'entreprise. Deux, on trouve la mise en œuvre, c'est l'application, c'est l'action. C'est affecter des ressources qui est responsable de cette application. Deux, on doit former le personnel et documenter les procédures. Et j'insiste sur la documentation des procédures parce qu'il y a tout un système qui contrôle cette documentation pour suivre et pour arriver à détecter quelles sont les anomalies liées à ce qu'on appelle la non-conformité. Donc, la documentation, c'est une preuve qui trace l'acheminement et de l'application de cette norme. Trois, l'amélioration. Ah, plutôt le contrôle et le suivi. Check. C'est la surveillance des performances, l'exercice des audits internes et aussi l'évaluation de la conformité. Et quatre, en dernier, on trouve l'amélioration. C'est la mise en place des actions correctives et aussi bien que préventives, en fonction des résultats des audits et les revues de direction. C'est pour cette raison-là que cette phase vient en dernier point, parce qu'elle vient pour euh, prendre des actions correctives et améliorer. Voilà, c'est lié à l'amélioration continue de ce processus. Alors, pourquoi une entreprise met en place une norme ou bien elle doit se certifier en ISO 14001? Un, c'est la réduction des coûts. C'est la première. C'est vrai, pour qu'une entreprise arrive à être certifiée ISO 14001, c'est un investissement. Certains le considèrent aussi comme étant des charges, mais elle vient avec des bénéfices, entre autres. Et en premier lieu, on trouve la réduction du coût. En optimisant l'utilisation des ressources et en réduisant les déchets, l'organisation peut réaliser des économies. Elle vient avec des avantages purement économiques. OK? De l'amélioration de la réputation. Donc, dans ce cas-là, on parle de l'image de l'entreprise. Parce que la certification de ISO 14001 démontre l'engagement de l'organisation envers l'environnement, ce qui peut améliorer la réputation auprès des clients, partenaires et autorités. Si vous êtes un étudiant, quelle est la chose qui prouve que vous avez passé par le cursus universitaire? C'est votre diplôme. La même chose que l'entreprise. Comment elle peut prouver son engagement envers l'environnement? C'est grâce à l'obtention de cette certification. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire pour avoir une image de marque très concurrentielle. D'accord? Parlons de ce qu'on appelle la concurrence. La certification ISO 14001 vient aussi avec un avantage très important. C'est celui qui est lié à la concurrence. De nombreuses entreprises préfèrent toujours collaborer avec des fournisseurs ayant un système de gestion environnementale certifié ISO 14001. Ceci dit que quand une entreprise veut s'engager dans ce qu'on appelle un marché public pour l'obtention d'une affaire, elle doit être certifiée ISO 14001, comme si un surplus, pour qu'elle puisse les convaincre. D'accord? C'est un atout. C'est un atout. La conformité légale et la réduction des risques, bien sûr, parce que l'organisation, plus qu'elle est certifiée, est mieux même de conformer aux exigences légales et d'éviter les sanctions environnementales. Si une entreprise a prouvé qu'elle est conforme avec les exigences, vous voyez, je déteste ce mot, donc ça veut dire qu'elle est prête à respecter la loi et l'appliquer en vigueur. En conclusion, la norme ISO 14001 est essentielle pour toute organisation chercher quoi? C'est l'amélioration de la performance continue.
Donc, de quelle performance on parle? On parle de la performance environnementale. Et à répondre aux attentes des parties prenantes, notamment bon, quand on dit parties prenantes, sont les clients, les fournisseurs, les partenaires, aussi bien que les salariés aussi. Elle aide à structurer l'approche de la gestion environnementale et à garantir une amélioration continue des processus. La certification ISO 14001 peut également offrir un avantage compétitif sur le marché. Avant de vous remercier pour votre attention, j'aimerais bien mettre l'accent sur quelques termes qu'on a déjà mentionnés et il se peut que vous les retrouvez en tant qu'exercice ou bien de questions à part. À retenir quatre termes. Un, le contrôle. C'est quoi le contrôle? C'est c'est une action ponctuelle, voilà, souvent réalisée à un moment précis. Elle vise à vérifier si quelque chose respecte les normes, les règles et les objectifs fixés. Le contrôle est souvent associé à une prise de décision après évaluation. Donc, on parle de la validation, correction ou bien le rejet directement. Deux, la surveillance. C'est une observation continue, régulière et sur une période donnée. Elle vise à suivre l'évolution d'une situation pour détecter les anomalies et les risques potentiels. Donc, la surveillance est plus préventive que corrective. L'efficacité, c'est le fait d'atteindre un objectif. C'est tout. Vous avez un objectif, vous l'avez atteint. Donc, est-ce que ça marche ou pas? C'est ça l'évaluation d'une efficacité d'une chose ou bien d'un objectif. Par contre, ou bien bon, in English we call it efficiency, l'efficience, il s'agit de atteindre un objectif, mais avec un minimum de ressources. Et c'est là, chaque entreprise cherche la réduction des ressources en matière de temps, argent et surtout l'énergie. Donc, est-ce que ça marche bien et sans gaspiller? Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu et que vous l'avez plu. Et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre attention et à très bientôt.